à nouveau en direct du off du Salon des maires avec Christophe Marcoux et Frédéric Simadomo qui est en visio. Nous allons maintenant aborder un autre sujet, la question des seniors. Alors, Frédéric Simadomo, avec un parcours dans le privé et dans le public, vous avez été cadre dans le monde hospitalier et cadre de santé en collectivité territoriale, notamment en direction des personnes âgées. Aujourd'hui, vous êtes consultante spécialisée pour les politiques publiques pour les seniors. Et avec nous, nous avons aussi Christophe Marcoux, que je ne présente plus, souvent oublié dans nos territoires. Alors, comment pourrait-on faire beaucoup mieux et comment aujourd'hui on pourrait développer sur nos territoires une politique senior et quelles seraient ces bonnes pratiques, Christophe et Frédéric? En fait, on va laisser la parole à Frédéric, qui est vraiment la spécialiste de cette politique publique. Mais tu as raison, Amit, d'insister sur le fait que c'est souvent le parent pauvre d'une politique municipale, voire communautaire. Étonnamment, puisque les seniors, c'est quasiment 50 ans d'une vie maintenant. Et il y a différentes tranches d'âge parmi les seniors. Et moi, je pense que Frédéric peut apporter justement beaucoup d'idées à notre petite conférence d'une demi-heure là-dessus, et on va lui laisser la parole. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour, merci, bonjour à tous et toutes. Merci à Lidon de me permettre d'échanger sur cette thématique, effectivement, comme disait Christophe, des politiques publiques qui, à mon sens, a tout son sens au regard, pour faire le lien avec ce qu'on s'est dit avant, dans le cadre de la table ronde des maires, notamment, avec ce qu'a dit Christophe aussi tout à l'heure. C'est vrai que les politiques à l'attention des seniors sont peut-être un petit peu animées par un petit prisme, alors qu'il est possible au sein des collectivités, quelle que soit leur taille, d'animer des politiques un peu plus fournies et plus aguerries au regard des enjeux d'accompagnement des aînés. Donc, je vous propose d'échanger avec vous sur cette thématique. Donc, Christophe, tu peux peut-être passer la première diapo si c'est possible pour toi. Celle plutôt du contexte, parce que j'ai été présentée. Donc, peut-être encore après. Voilà. Donc, d'ici 4 ans, à peine 3 ans, les premières générations de baby-boomers qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale atteindront leur 80e anniversaire. Donc, c'est tout proche, hein, c'est dans quelques années. D'ici 2030, un tiers des Français aura plus de 60 ans. Ça représentera 21 millions de la population contre 17 millions actuellement. En 2060, les plus de 85 ans seront 5 millions. Et en 2070, les plus de 75 ans pourraient représenter près de 18% de la population au regard de 76 millions d'habitants. Donc, vous voyez à travers ces chiffres que la population âgée, nous allons revoir après ce qu'on entend par âgé, mais est très conséquente dans le cadre des politiques. Et la crise sanitaire dont vous avez parlé longuement précédemment a également vraiment mis en exergue la considération et la place des aînés, tout ce qui peut être fait et l'attention qu'on peut avoir vis-à-vis d'eux par rapport à ce public spécifique. Donc, quand on parle de seniors, quelle est la tranche d'âge? De qui on parle? Donc, en fait, en fonction d'où on se place, la notion de senior peut varier. Dans le monde de la santé, avec une approche médicale, le senior, on le considère autour de 45-50 ans, ce qui peut paraître relativement jeune au regard de la longévité de vie qu'ont dorénavant nos populations. Dans le monde du travail, dès 45 ans, le personnel en poste peut être considéré comme un senior de par son expérience. L'Organisation mondiale de la santé, elle l'aborde à partir de 60 ans. L'INSEE, aux alentours de 65 ans, avec une nouvelle classification tous les 5 ans. Et si on se place sous un angle plus commercial, dans le domaine du marketing, il y a 4 classifications, 50-59 ans, 60-74 ans, 75-84 et 85 ans et plus. Donc, si on se place sous un angle un peu plus posé à partir des constats des sociologues que sont M. Karadec et Guérin, la notion de senior, elle est liée au regard que la collectivité porte sur la prise d'âge
et celui-ci évoluera selon les contextes sociaux et les besoins de chacun. Donc, au niveau de l'État, il y a eu au fil des années des évolutions législatives, des lois qui sont sorties progressivement sur l'accompagnement des seniors et des aînés, mais la dernière en date, la plus récente, celle qui a le plus questionné et rendu le plus en adéquation avec notre actualité, c'est la loi d'adaptation à la société du vieillissement, qu'on appelle plus communément loi ASV. Elle a été votée en décembre 2015, mise en œuvre à partir de 2016 et travaillée dès 2013. Et en fait, cette loi, elle est force de proposition puisqu'elle propose plusieurs mesures pour favoriser l'autonomie des personnes âgées, leur garantir un accompagnement de qualité à domicile, comme en établissement, dans l'ensemble de leur parcours de vie. Donc, effectivement, comme disait Christophe tout à l'heure, une personne senior, et comme on l'a vu sur les tranches d'âge, ça peut balayer 4 à 5 décennies. Donc, on est vraiment sur une approche de parcours de vie complète de la personne. Et par conséquent, on va accompagner cette personne dans sa capacité d'autonomie. Et ça veut bien dire qu'au niveau de la société, il est demandé que chacun puisse s'adapter aux évolutions et au concept d'accompagnement du vieillissement qui évolue. Il y a plusieurs années en arrière, le vieillissement était étudié essentiellement à partir des soins en gériatrie. Puis, on s'est orienté vers la notion de fragilité, dépendance de la personne qui vieillissait. Et dorénavant, depuis notamment la loi ASV, nous sommes plutôt centrés sur un accompagnement, une approche préventive à la perte d'autonomie dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet uniquement centré sur l'accompagnement médical et l'accompagnement en soins, mais c'est également une approche psychologique, sociale, culturelle. C'est vraiment une notion qui est beaucoup plus large et qui va accompagner l'individu dans ses différentes dimensions. On sait aussi que l'autonomie, pour la prévenir, il est important de travailler sur un trépied, alimentation saine, activité physique adaptée et maintien du lien social. Donc, ce maintien du lien social, il va notamment être intégré dans les politiques seniors. Et si on peut identifier 3 axes majeurs d'enjeux, on peut s'orienter sur l'accompagnement du bien vieillir du citoyen vieillissant, parce que initialement, la personne âgée est un citoyen. Donc, le bien vieillir de cette personne en respectant ses choix de vie et ses souhaits, on en reparlera. Fédérer les différents acteurs locaux et les partenaires dans une vision panoramique et commune. Tout à l'heure, les élus en parlaient, l'importance, effectivement, de travailler collégialement à une vision d'accompagnement citoyen et également définir des actions de prévention qui permettront de préserver l'autonomie et permettront le bien vieillir de la personne âgée. Donc, ces enjeux politiques… Frédéric, oui. Frédéric, comment tu expliques que les élus s'occupent plus de petite enfance, de scolarité, etc., que de personnes seniors, alors que c'est 50 ans d'une vie dorénavant? Comment toi, parce que ça fait peur de vieillir, comment toi tu expliques cela? Moi, je pense qu'effectivement, pendant des années, il y a eu une attention particulière donnée plutôt à l'enfance, à la jeunesse, à un public beaucoup plus jeune qui avait probablement dans les représentations individuelles toute la vie devant eux, et il y avait un investissement et puis une demande aussi de la population d'avoir une attention spécifique sur les différentes étapes de l'enfance jusqu'à la jeunesse, voire même dans les activités familiales. Mais dorénavant, il y a un enjeu très fort au regard de l'augmentation de l'espérance de vie et d'espérance de vie en bonne santé de plus en plus tardivement. Moi, en tant que directrice de structure d'EHPAD, notamment, j'ai pu constater que les personnes qui arrivaient en structure
déjà, c'était que 10% de la population. Hein, c'est pas non plus, contrairement à ce qu'on peut croire, on a beaucoup parlé notamment des EHPAD pendant le Covid, mais c'est les personnes âgées qui entrent en structure, il y en a quand même une minorité par rapport à toute la population. Et puis, les personnes, dès l'instant où, comme je disais tout à l'heure, elles ont 50 ans, la plupart d'entre nous approchent la cinquantaine ou l'ont, on se sent encore plutôt jeunes, il y a encore des belles années à vivre et à profiter jusqu'à la fin de leur vie. Et par conséquent, c'est un public spécifique qui va pouvoir avoir des activités et gravir autour de celles-ci. Donc, les politiques publiques, elles s'articulent, en mon sens, autour des différentes thématiques qui peuvent être proposées et animées par les élus au sein de leur délégation et pas spécialement des délégations au sein des conseils communaux d'action sociale. Je pense que la politique senior, elle est transversale. Alors, on va finir tes diapos, d'ailleurs, c'est un bon enchaînement. Est-ce que tu peux nous dire, c'est l'objet de tes diapos que là j'ai préparé un petit peu avec toi, quels sont les champs justement d'une politique sociale pour un élu? Et comme tu dis, je pense que dorénavant, l'élu au CCAS, au Centre communal d'action sociale, ne peut plus se contenter de rester dans son CCAS pour parler senior, puisque 50 ans de la vie ne peuvent pas être uniquement au CCAS. On ne peut pas avoir cette vision-là. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous décrire ce que toi, tu entends par une véritable politique senior? Donc, moi, ce que j'entends par politique senior, c'est pas d'accompagner le senior uniquement sous un prisme lieu d'hébergement en structure ou quelques animations. Comme je disais tout à l'heure, le senior, c'est un citoyen à part entière. C'est quelqu'un qui va être actif dans la vie municipale, dans sa commune, dans sa ville, au sein d'un territoire, d'un département, etc. Et donc, il va être en interrelation sur un certain nombre d'activités et notamment les déplacements qui le concernent, l'autonomie, les services publics, la vie sociale, les parcours de soins. Et l'ensemble de ces thématiques-là vont se croiser avec les différentes politiques publiques que sont par exemple l'urbanisme. Quels vont être les aménagements d'une ville qui vont permettre aux seniors de circuler, de vivre bien dans sa ville? Quels aménagements vont être faits? Par exemple, en termes de cheminement piétonnier, tout à l'heure, monsieur le maire évoquait le fait qu'il y avait une dame qui avait chuté devant chez elle parce qu'il y avait un trou. Voilà. Et ben, quelle est l'intention et l'attention qu'il va y avoir vis-à-vis de ces publics aînés dans leur mode de déplacement? Est-ce qu'il va leur être proposé, par exemple, des transports collectifs ou des transports à la demande? Seront-ils gratuits? Seront-ils payants? Le lieu de vie? Oui, excuse-moi. Là, on a affiché les six champs de politique publique en fait, que tu estimes devoir figurer dans un vrai projet politique pour les seniors. Et on s'aperçoit en fait que tous les champs de la commune sont évoqués. C'est ça que tu veux nous dire, je pense. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas exhaustif. Les champs que j'ai identifiés ne sont pas exhaustifs. C'est vrai qu'on peut faire du lien avec la politique urbanisme, la politique logement-habitat, les politiques sportives, les politiques en lien avec la santé, la culture, tout ce qui relève également. Ce que je remarque, Frédéric, c'est qu'il n'y a pas le social, en fait. Le social, il est diffus. Voilà, donc ça il est transversal. Ça veut dire que le social ne fait partie que d'un pilier d'une politique senior. Ce n'est pas le tout. Voilà. Tout à fait. Moi, ce jour, je l'ai glissé plutôt dans ce qui va relever des services publics, avec le CCAS et l'interrelation que va avoir le CCAS avec les collègues des différents services et les élus des différents services. Je pense qu'effectivement, comme on en a échangé quand on a préparé ce diaporama, je fais un peu un pendant avec les projets qu'il y a pu y avoir à un moment donné sur les agendas 21 et le développement durable. Je pense qu'aujourd'hui, la politique senior, c'est vraiment une politique qui est transversale avec une vision très panoramique de l'accompagnement des aînés. Oui. Donc, ça veut dire que l'élu, et c'est la dernière diapo, Hamid, l'élu doit écrire ce qu'on appelle, nous, la vision prospective de l'accompagnement des aînés.
Et c'est une feuille de route à part entière du mandat dorénavant. Mm. Quelques mots là-dessus, Frédéric, avant de prendre peut-être des questions. Oui, effectivement, je pense que les élus, si ils ont dorénavant, l'attention vis-à-vis des aînés et dans la prise en compte de ces plusieurs décennies a à être travaillée de façon collégiale, en mode projet, en prenant appui sur tout ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sur les dynamiques de travail collectives. C'est un projet transversal pour lequel il y a déjà des choses de fait dans les communes, qu'elles soient de petites ou de grandes, de moyenne ou grande taille. Un diagnostic peut être fait pour poser les points forts et puis partager et échanger sur les axes d'amélioration, les propositions qui peuvent être faites et partagées entre politiques, qu'ils soient d'ailleurs de la majorité ou de l'opposition. Et au contraire, la vision, elle a à être transversale et même travailler avec les citoyens en fonction des personnes, en fonction de la philosophie qui sera de projet qui sera retenu. Merci Frédéric. Peut-être une question à vous poser à tous les deux. C'est quand même assez paradoxal. Aujourd'hui, on constate quand même que les seniors participent beaucoup à la vie démocratique, à la vie politique. Et je dirais même que statistiquement, ce sont peut-être les seniors qui votent beaucoup plus. Et finalement, c'est eux que l'on oublie. Pourquoi? Frédéric? Alors, pourquoi on les oublie? Peut-être parce qu'ils sont sages. Peut-être que voilà, les aînés ont une grande sagesse, ont une grande expérience de vie et ils savent s'adapter également. Mais je pense que justement, c'est là l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment qu'effectivement, les élus aient une attention particulière et les intègrent dans… Voilà, peut-être qu'il y a des choses, comme je disais, de fait, mais ce n'est pas toujours… comment dire, c'est pas toujours visible en fait, ce qui peut être fait. Et je pense que il y a quelques communes qui commencent à travailler sur ce sujet-là, parce que quand on regarde sur Internet, on pianote un petit peu, on trouve des projets spécifiques, mais il y en a encore peu. Oui. Quand vous dites peu, Frédéric et Christophe, tu peux aussi rajouter quelques mots. Territorial, on fait de plus en plus place à de l'intergénérationnel dans les maisons de retraite ou de repos. Est-ce que ça fonctionne bien? C'est pas si simple. On va te répondre, mais tu vois, Hamid, tu es reparti sur maison de retraite, maison de repos. Or, les seniors, c'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Puisque quelqu'un de 60 ans qui va être sans emploi et bientôt à la retraite, si tu lui dis j'ai construit une maison de retraite, il va te dire mais moi je serai en forme encore 20 ans. Et vous êtes en train de me raconter là où je vais aller dans 20 ans. Il va se vexer, effectivement. Et oui, et donc, tu vois, naturellement, on prend le prisme politique, c'est je construis des EHPAD, je construis des maisons de repos, etc. Mais nous, on pense, Frédéric et moi, et particulièrement Frédéric, dont c'est le boulot, c'est que senior, c'est quasiment de 50 à 100 ans dorénavant. Et quelqu'un qui a 50 ans, ben, il ne réagit pas comme quelqu'un qui a 100 ans. Peut-être que le travail qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de redéfinir ce que c'est réellement un senior, parce que Frédéric, tout à l'heure, a donné un certain nombre de définitions différentes entre l'OMS, l'INSEE, etc. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à ça et ça nous permettra aussi peut-être de mettre en place des politiques publiques en direction des seniors beaucoup plus ciblées. Tu as tout à fait raison. Quand la petite enfance, c'est de 3 mois à 3 ans. Tout le monde le sait. L'école, c'est de 3 ans à 11 ans. Tout le monde le sait. Le collège, c'est de 11 ans à 15 ans, etc. Mais senior, ben, pour moi, c'est quelqu'un qui a 60 ans. Pour toi, c'est quelqu'un qui a 72. Pour Frédéric, tu vois? Je vais peut-être faire une mauvaise blague, mais quand je jouais au foot, les seniors, c'était les majeurs, oui. Tu vois, jusqu'à 35 ans. Donc, ouais, c'est vrai. C'est là que finalement, les définitions ne sont jamais les mêmes, en fait. Mais le boulot de Frédéric en tant que consultante politique senior, c'est justement d'aider les élus à définir ce qu'ils souhaitent et de ne pas être centré sur la maison de retraite. Et je trouve ça très engageant et impliquant pour l'avenir. Et je pense que ça a beaucoup de sens. Tu vois, il y a une élue là, qui nous a rejoint, qui est adjointe aux affaires sociales, que je salue, de la ville de Voiron, qui porte une politique qui va au-delà
de simplement l'EHPAD. Voilà. Et si Aline Motte pouvait parler, elle nous le dirait largement. Elle s'occupe de tous les âges de la vie du senior. Frédéric, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Oui, je profite pour saluer également Madame Motte, adjointe au senior à la ville de Voiron. Effectivement, je pense que cette activité senior, comme le précise Christophe, moi j'ai animé pendant 4 ans une fonction de directrice d'EHPAD et je suis convaincue que l'accompagnement des aînés, parce qu'effectivement, on parle de seniors, on parle d'aînés, on parle de personnes âgées. Donc, comme vous le dites, c'est compliqué à la fois de se dire, mais de qui on parle? Cependant, on parle des personnes qui, à un moment donné, vont quitter l'activité professionnelle et qu'est-ce qui va être proposé au niveau du territoire afin de leur permettre de bien vieillir et de bien poursuivre leur vie sur le territoire qu'ils ont choisi, en fait. Oui, et une anecdote, Hamid, sur un EHPAD. Donc, normalement, dans un EHPAD, tu as des personnes qui sont en perte d'autonomie progressive. La question qui se pose aux directeurs et directrices d'EHPAD aujourd'hui, c'est d'installer Internet pour que les gens reçoivent leurs mails. Donc, tu as des personnes seniors qui arrivent dans l'EHPAD à 78 ans et qui ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas le Wi-Fi dans le couloir. Il y a 20 ans, jamais tu n'aurais eu cette question. Et donc, le projet de ton EHPAD, dorénavant, c'est comment je mets le numérique dans les chambres, ce qui est une évolution complètement significative. Et en termes d'habitat également, il existe maintenant des… Peut-être que Frédéric veut rajouter un dernier mot pour conclure. Oui, je disais que pour rebondir sur l'habitat, il y a maintenant des habitats partagés, des habitats intergénérationnels. Il y a plein de possibilités, de champs des possibles sur cette thématique-là. Frédéric, merci beaucoup. Merci à vous. Christophe, merci beaucoup. Ne partez pas, restez avec nous. On a une dernière table ronde de ce matin, une table ronde sur les aspects comptables. Et c'est Christophe qui va nous parler de la M57, qui est une nouvelle forme comptable pour votre collectivité. Et le débat sera animé par mon ami, collègue Anthony Grali.